vous suivez toujours votre émission Le Grand Soir, la tribune politique, c'est maintenant. Le comité d'experts commis par le chef de l'État au lendemain de sa rencontre avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a déposé sur la table des élus de la 8e législature 5 propositions de loi. Elles sont issues des 18 recommandations formulées par les 96 délégués ayant pris part aux travaux du dialogue politique tenu à Cotonou au Bénin. Ces propositions de loi, dont celles sur l'amnistie, seront examinées par les parlementaires. Quelle compréhension et quelle pertinence relever quant à la loi sur l'amnistie? Quelle analyse suscite les diverses réactions de certains acteurs politiques sur une telle proposition? Nous allons en parler avec nos invités. Je voudrais vous présenter le premier. Il s'agit de Delphin Gangana, qui est analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Sur ce plateau, nous avons Maître Charles Badou, docteur en droit, avocat au barreau du Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci également pour la disponibilité. Il partage ce plateau avec moi, mon collègue François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir, Omer Goumi. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Très bien. La première question, Delphin Gangana, nous avons constaté au lendemain, donc, après les travaux donc, du dialogue politique, le chef de l'État qui a rencontré d'abord la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et après un comité d'experts a été mis en place, ce qui a abouti à la proposition de 5 ou du moins ce qui a abouti donc à 5 propositions de loi en ce qui concerne les recommandations. Comment trouvez-vous la démarche du chef de l'État? Merci, monsieur le journaliste. Il faut d'abord dire qu'en Afrique, dans les familles qui se respectent, chaque fois on dit s'il y a un problème, on se retrouve toujours on en discute. Donc il y a Adjalassa Abomey. Et donc c'est un peu ce que le président de la République est en train de faire. Il a dit bon ok, il y a une difficulté, donc il faut rassembler les enfants et en discuter et trouver des solutions. Et c'est ce que beaucoup apprécient, c'est ce que nous allons souhaiter chaque fois, parce que après les disputes, il faut se retrouver pour décider de l'évolution du pays, parce que nous sommes tous des enfants du même pays, donc on n'a pas intérêt à ne pas s'entendre. Donc la démarche du chef de l'État, vous allez voir, c'est une démarche méthodologique qui suit une logique, parce que n'oublions pas qu'il y avait que déjà avant les élections, il avait déjà commencé sa logique. Il a rencontré certaines personnes, il a discuté, il les a aidés à ce que le danger n'arrive pas. Mais voilà que le mal est arrivé. Il a dit, bon, ok, il faut pas aussi laisser le mal évoluer. Donc, il faut toujours continuer à travailler, histoire de corriger ce mal. Donc, c'est une démarche intelligente et que je me dis, ça va satisfaire d'ici à là tout le monde. Très bien. Vous trouvez également que cette démarche est intelligente, Maître Charles Badou? Le débat pour moi, c'est pas une question d'intelligence. Est-ce que c'est une démarche opportune? Est-ce une démarche appropriée? Je dis oui. Appropriée, opportune, parce qu'il est nécessaire et indispensable que les enfants d'un même pays se parlent, se tendent la main. Plutôt que de construire les murs, j'ai toujours pensé qu'il faut construire des ponts. Et c'est ce que le chef de l'État fait avec toute la bonne foi qu'on lui connaît. Et la disponibilité à rechercher des solutions qui rassemblent, qui mettent ensemble les Béninois, plutôt que de les diviser. En ce qui concerne tout de même ce comité d'experts, vous avez entendu parler de la Constitution, ou du moins de ceux qui font partie de ce comité d'experts. Il s'agissait tout de même du facilitateur, du rapporteur, du premier rapporteur et du rapporteur Oden Aladati et d'autres députés, notamment, qui sont tout de même présidents de commission au Parlement. D'abord, il y a eu quelques réactions au regard de la constitution de ce comité d'experts. Non, déjà, pour revenir à votre première question, je pense que dès le lendemain des élections législatives passées, le chef de l'État avait donné rendez-vous à la classe politique dans son entièreté, dans sa diversité. Je pense qu'il avait déjà posé le diagnostic, il avait donné rendez-vous, donc il a tenu parole. Donc je pense qu'on est dans une suite logique. Les temps politiques que nous avons vécus les uns après les autres correspondent très bien à la réalité de ce que nous vivons et nous voyons
on va dire, de la vie habituelle de la classe politique. On est passé par une période de trouble. Le chef de l'État a su disons, faire preuve de magnanimité et laisser une porte entrouverte aux opposants et en tout cas à toute la diversité de la classe politique. Donc je pense que le rendez-vous qu'il y a eu il y a quelques semaines était opportun, c'était déjà annoncé, donc le chef de l'État a encore une fois tenu parole, donc tout le monde devrait s'en féliciter. Chacun a pu exprimer très librement son point de vue. Et pour revenir au comité d'experts, je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau parce que ce soit l'opposition ou la mouvance, tous ceux qui étaient à ce dialogue ont tous salué, disons, la hauteur d'esprit que ce soit le rapporteur ou le facilitateur. Donc je pense que ce serait un peu brasser du vent que de revenir sur la composition de ce comité d'experts. Je pense que ce comité ne fait pas vraiment, ne prête pas à polémique. Ce sont les mêmes personnes qui ont peu ou prou dirigé les travaux. Il n'y a pas eu de reproche fondamental. Ils ont plutôt bien tenu les rênes de ce dialogue politique et l'ont conduit à bon port. Donc on devrait se féliciter que dans la droite ligne de ce débat, de ce dialogue national, que ce soit ceux qui ont touché du doigt la réalité de ces 3 jours de discussion puissent être les mêmes pour piloter ce processus jusqu'à son terme. Très bien. Aujourd'hui, nous avons eu droit à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2019 et déjà ces 5 propositions déposées par ce comité d'experts, il y a une proposition de loi sur l'amnistie. On en parle. Avec vous, l'amnistie, quelle définition nous pourrons ou quelle compréhension on devrait avoir? De manière générale ou le cas d'espèce? Du général, donc au cas particulier. Ok. Il faut dire simplement que l'amnistie vient du grec amnistia, qui veut dire oublier. C'est en quelque sorte un pardon légal qui est accordé. C'est le fait, si vous voulez, de faire disparaître l'élément légal d'une infraction. Parce que pour qu'une infraction soit constituée, il faut 3 éléments. Élément légal, élément matériel, élément intentionnel. Donc l'élément légal, le législateur dit, à partir de cet instant, pour cette infraction-là, je décide de considérer que l'élément légal n'y est plus. Donc l'amnistie a pour conséquence, à partir de ce moment-là, de faire de sorte que celui qui en bénéficie, celui qui jouit de l'amnistie, il a cette possibilité, là, c'est même pas une possibilité, il a le droit de ce que cette infraction ne soit plus mentionnée. Et la loi le dit de manière claire et expresse. Si nous prenons par exemple la loi d'amnistie qui a existé le 9 octobre 1990, à la sortie de la conférence nationale, il est clairement indiqué dans cette loi-là qu'on ne peut plus faire mention des infractions dont l'amnistie est l'objet, ou dont ceux qui l'ont profité. Ceux qui ont profité de l'amnistie en sont objet. Donc c'est un droit important. Si nous revenons au cas d'espèce, c'est de dire que si la loi d'amnistie est votée, et l'amnistie ne peut être que du fait du Parlement, c'est l'article 98 de notre Constitution qui le dit. Si la loi d'amnistie est votée, il y a 3 étapes à distinguer. Il y a par exemple un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites. Ceux-là ne peuvent plus être poursuivis. Il y a certains qui sont poursuivis. Les poursuites doivent s'arrêter. S'il y en a qui sont poursuivis et ont déjà fait l'objet de condamnation, ils ne peuvent plus faire l'objet d'emprisonnement ou d'exécution de leur peine. L'amnistie, donc, les dispense de l'exécution de la peine. L'amnistie fait disparaître le caractère délictueux de l'infraction de sorte que l'infraction est considérée comme n'ayant jamais été commise. Et l'infraction ne peut pas figurer, ce qui fait que la conséquence est que l'infraction ne peut pas figurer dans leur casier judiciaire. Donc l'amnistie, pour me résumer, l'amnistie c'est le fait de faire disparaître rétroactivement le caractère délictueux de certaines infractions. Et donc c'est un acte solennel et fort. C'est un acte solennel et fort, c'est pour ça que seul le Parlement qui légifère au nom du peuple peut décider de cette clémence-là qui est une clémence légale. Vous êtes considéré comme n'ayant jamais commis l'infraction lorsque vous bénéficiez de l'amnistie. Très bien. Est-ce que quand on participait à ce dialogue ou quand les 96 délégués participaient à ce dialogue, on s'attendait à poser cet acte ou à attendre du chef de l'État ou du gouvernement béninois
poser cet acte solennel et fort, parce que quand on se réfère tout de même à cette clarification de Maître Charles Badou. Je pense que la demande a été faite au cours du dialogue. Ça fait partie des recommandations du dialogue. Ça veut dire que ceux qui l'ont souhaité ou l'ont recommandé mesurent sérieusement la portée de cette C'est vrai qu'on a parlé de libération au cours du dialogue, de libération de ceux qui se retrouvent dans les prisons, mais l'amnistie, ça a été... Mais sauf si je me trompe, sinon déjà, au cours du dialogue, on a déjà dit, bon, d'ici à là, il y aura certainement une loi qui va amnistier ici. Donc, ça fait partie quand même des propositions ou des recommandations, des doléances. Et comme Maître Charles l'a dit, l'événement pour lequel on est en train de prendre cette loi, c'est un événement qui a beaucoup qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire ça implique beaucoup de personnes. Donc on ne peut pas ne pas prendre une loi qui ratisse l'âge, histoire d'éviter que demain d'autres personnes se retrouvent encore en difficulté, parce que le professeur a dit, l'amnistie, c'est que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont déjà jugés, ceux qui sont jugés, ceux qui sont en attente d'être jugés et ceux qu'on n'a même pas encore interpellés. Ça veut dire que ça efface d'office l'existence de l'acte. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas laisser ce choix au président de la République de dire, bon, faites une grâce présidentielle pour dire, je pardonne. Parce encore que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que pour la grâce présidentielle, c'est que on vous pardonne, mais ça n'efface pas l'acte. C'est que dans votre casier judiciaire, on aura cette condamnation sur votre casier judiciaire. Mais ici, on est en train d'effacer, parce que n'oublions pas, les gens parlent des morts. Il est vrai qu'on a vu, il y a une seule personne qu'on a vue, mais il peut y avoir plusieurs d'autres choses, parce que ceux qui ont tiré des pétards, ceux qui ont tiré des liquides Molotov, ceux qui ont tiré des projectiles, mais ça peut causer d'autres morts sans que nous nous en rendions compte. Mais donc tout cela, il faut pouvoir effacer, dire, bon, désormais, oublions l'existence de ça et continuons à vivre comme si rien n'était. Donc, ceux qui avaient fait cette proposition, c'est sûr qu'ils étaient sûrs de ça. Et le chef de l'État aussi, parce que conscient de la situation et étant un père de famille, conscient de ce que nous devrons vivre ensemble, a trouvé bon qu'il faut aller très vite et qu'il faut opter pour cette solution, histoire d'apaiser. C'est vrai que ça ne va pas totalement apaiser, parce que la vie même est une contradiction. Donc il y aura des gens qui ne seront pas pour, il y aura des gens qui seront contre. Donc, très bien. François-Xavier Noumon, l'amnistie, c'est cette option qui est faite aujourd'hui. Est-ce que les populations ou les citoyens appréhendent le contenu ou la pertinence véritablement de ce qui va se passer? Non, je pense que concernant les populations, il y a longtemps que les populations souhaitent passer à autre chose. Je pense que c'est vrai qu'au moment des troubles, c'est tout à fait normal que les uns et les autres aient été concernés par leur propre sécurité, par la vie politique, par ce qui pourrait advenir, par une certaine incertitude au regard de tout ce qu'il y avait eu comme trouble. Aujourd'hui, je pense que les populations ne sont pas si déconnectées que ça de ce qui se passe, et j'ai plutôt tendance à dire que les populations perçoivent très bien la démarche du chef de l'État. Et je crois sincèrement qu'avoir vu autour du chef de l'État certains partis qui hier ne voulaient même pas entendre, ne voulaient même pas prendre langue avec ceux qui se réclament de la mouvance, et avoir au sorti de cette discussion cette proposition-là qui, moi, ne me surprenait pas vraiment, puisque du moment où le chef de l'État en trouvait la voie, du moment où je me rappelle du discours, de son discours du 20 mai, non pas celui du 20 mai, à l'ouverture du dialogue national, il avait posé toutes les cartes sur la table. Donc de ce point de vue, je pensais déjà que tout était possible, et qu'il avait même enjoint
les partis qui se réclamaient de son propre camp d'être prêts à faire des concessions. Donc pour moi, ça n'allait pas forcément de soi, mais ça ne m'a pas surpris qu'on soit sorti avec cette proposition-là. Donc je pense quand même que les populations sont non seulement soulagées et sont réellement prêts à passer à autre chose, parce que le plus important pour les Béninoises et les Béninois, c'est les conditions de vie au quotidien, c'est d'autres choses que la spéculation politique et politicienne. Pour peu que la paix soit préservée, pour peu qu'il y ait un minimum de consensus et de pratiques apaisées, hein, de la chose politique, je pense que le plus important pour, en tout cas, ce qu'on voit habituellement matin, midi, soir, sur le terrain par nos journalistes de la rédaction et un peu partout, c'est vaquer tranquillement à leurs occupations et espérer que aucune autre querelle politique ne précipite le pays dans une incertitude qui peut s'avérer mortifère. Très bien. Maître Charles Badou, quand on se réfère à l'histoire politique du Bénin, certainement ce n'est pas la première fois que l'on opte pour l'amnistie. C'est pas la première fois. De mémoire, il y a déjà une loi d'amnistie, la loi 90-08 du 9 octobre 90, qui a été adoptée à la sortie de la conférence nationale. Et cette loi-là amnistie tous les faits qui étaient de nature politique et autres. Du 26 octobre 1972 à la promulgation de la loi, c'est-à-dire que jusqu'au 9 octobre 1990, vous voyez la portée de cette loi d'amnistie. Et donc c'est le législateur qui a établi, qui a défini le champ de cette loi d'amnistie. Et comme ici aussi, le législateur devra le faire pour dire voilà ce qu'il entend comme amnistie, voilà ce qui peut faire l'objet d'amnistie, voilà ce qui ne peut pas faire l'objet d'amnistie. Si on s'en tient à la loi dont je viens de parler, que je viens d'évoquer, le législateur a dit que les crimes ou infractions de droit commun ne sont pas comprises dans l'assiette de l'amnistie. Ça veut dire quoi? Que même si nous prenons, si cette loi d'amnistie est votée, vous n'allez pas voler le 1er mai 2019 et dire que vous bénéficiez de la loi d'amnistie. Pas du tout. C'est des crimes ou infractions de droit commun qui sortent, que le législateur en 90 a sorti du champ de l'amnistie. Il a également sorti du champ de l'amnistie toute infraction liée au déni public. Si vous volez l'argent de l'État, vous n'allez pas dire après que vous bénéficiez d'une amnistie. Donc il appartient au législateur de définir de manière claire et nette le champ de l'amnistie. Mais si je m'en tiens au discours du président du Parlement, comme vous l'avez indiqué, ainsi qu'au rapport, il me semble que ce ne sont que des faits qui ont un lien avec les élections législatives qui bénéficient de l'amnistie. Et surtout au mois de mai, juin, et puis au mois d'avril, mai et puis juin. Voilà, le champ d'application, quand on se réfère effectivement au contenu du discours d'ouverture de cette deuxième session ordinaire donc de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a parlé un peu de ce champ. Est-ce qu'il peut arriver que lors de l'examen de cette proposition de loi, qu'on puisse élargir encore? Si je maintiens la définition ou l'explication du maître et du discours dont vous parlez, je me dis l'amnistie dont il est question ici, on peut l'appeler amnistie événementielle. C'est par rapport à l'événement des élections législatives. Donc on ne pourra pas élargir outre mesure, parce qu'en voulant l'élargir et dépasser ce champ, on va encore entrer dans une polémique qui ne va pas finir. Parce que ce qui pose problème ici, ce sont les événements malheureux qu'on a constatés au cours des élections, peut-être un peu avant les élections et après les élections législatives. Donc ça ne peut pas aller au-delà de ça, parce que vouloir aller au-delà de ça, je pense que la polémique ne finira pas. Et le président de l'Assemblée a bien précisé, ça concerne les élections législatives. Donc on ne va pas dire ce qui s'était passé en 2000. Et bien avant le président de l'Assemblée nationale, le ministre en charge de la communication également, voilà, est revenu un peu sur le champ d'application. Mais l'amnistie, c'est vrai que d'aucuns estiment qu'on pourrait opter pour la grâce présidentielle. On en parle maintenant, François-Xavier Noumon.
Oui, je pense que c'est leur avis, mais je pense qu'on est déjà passé à autre chose. Le chef de l'État a tranché. C'est l'option qui s'est imposée au sortir du dialogue national. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur le désirata, les désirata de tierces parties. On a opté pour une loi d'amnistie. Et je pense que ça tombe bien. Ça va dans la droite ligne de ces 3 jours de discussion, simplement parce que il faut que ce soit une décision engageante pour la communauté dans son entièreté. Donc il n'y a rien de mieux que les représentants du peuple pour prendre ce type de décision. La grade présidentielle part plutôt d'un parti pris du président de la République au regard de certains faits. Donc je pense que il n'y a pas de polémique à avoir, disons, à susciter autour de cette disposition. Je pense que l'option a été faite de la loi d'amnistie, quitte maintenant à la représentation nationale de traduire cela par un projet de loi et donc pas une loi et qu'on puisse aller à la concrétisation de cette disposition, de cette prescription des 3 jours de dialogue national, de dialogue politique national. Donc je pense que il n'est même pas, on ne peut pas empêcher certains de vouloir opter pour de préférer une grâce présidentielle, mais la discussion n'est plus à ce niveau, parce que je pense que là on parle des événements d'avril, mai, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours en politique. L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Donc on est dans un temps politique déjà qui exclut cette option de la grâce présidentielle. Aujourd'hui, on parle d'amnistie. C'est ce qui est sur la table des députés et c'est de ça qu'ils discuteront au cours de cette session ordinaire. Très bien. Maître Charles Badou, la grâce présidentielle, est-ce la grâce présidentielle vient restreindre le champ d'application ou les bénéficiaires pourquoi cette option? Pourquoi cette option? C'est autre chose, c'est une autre question, mais je pourrais répondre peut-être en me disant que tout ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre des 5 propositions de loi que vous aviez invoquées rentre dans le cadre du dialogue national. Et ce dialogue national, c'est une sorte de contrat. Les partis ont entendu proposer un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, il y a l'amnistie, il n'y a pas de grâce. Donc on ne peut pas reprocher au président de faire ce qui a été retenu pendant le dialogue national. C'est le contraire qu'on peut lui reprocher et non ce qu'il fait. Mais à la vérité, pourquoi une amnistie? Parce que qui veut pardonner, pardonne totalement et entièrement. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il y a l'amnistie, l'infraction est censée ne pas avoir été commise. Elle est effacée. Le législateur fait disparaître l'élément légal du fait délictueux de l'infraction. Alors que lorsque la grâce présidentielle, le président de la République à lui seul ne peut le faire. C'est une prérogative du président de la République, bien entendu qu'il exerce après avoir pris l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais s'il finit de le faire, il ne peut que dispenser de l'exécution de la peine. Vous êtes condamné, et c'est une dispense totale ou une dispense partielle. Si vous êtes condamné à 5 ans, le président de la République peut dire vous n'exécutez pas la peine de 5 ans. C'est ce qui est arrivé au Sénégal la dernière fois pour Khalifa Sall. Il a été condamné justement à 5 ans. Le président de la République du Sénégal a pris une grâce présidentielle, lui a accordé une grâce présidentielle, et il est dehors, il est sorti. Mais il figurera sur son cadre judiciaire la peine qu'il a encourue, avec toutes les implications que cela peut emporter. Donc, il se bat d'ailleurs pour effacer cela. Pour effacer cela. Donc, l'amnistie, le champ de l'amnistie est plus large, est plus étendu, est plus complet que celui de la grâce présidentielle. Et je pense que c'est une solution, lorsqu'on va vers le pardon, d'aller vers un pardon total, un pardon entier. Très bien, vous avez dit le pourquoi. Très bien. Voilà. En ce qui concerne, quel impact cet acte pourrait avoir sur les prochaines échéances électorales? Parce que vous savez, très bientôt, ce sont les communales, municipales et locales. Ok. Avant de parler de l'impact, je vais rebondir sur un aspect que Maître Charles a sonné tout à l'heure. La grâce présidentielle intervient après la condamnation. Il faut que vous soyez d'abord condamné avant que la grâce présidentielle ne vienne effacer une partie de votre peine. Donc, tout. Voilà. Donc, ceux qui parlent de grâce présidentielle, c'est que oublie
les événements malheureux, on n'a pas encore interpellé tout le monde. Il y a des gens qu'on n'est même pas encore arrivé à identifier pour les interpeller. Ça veut dire quoi? Donc il faut attendre et que chaque fois qu'on interpelle quelqu'un et qu'on aille chercher l'événement, qu'on raccorde ça à l'événement avant de dire, bon ok, on l'a jugé et que le président arrive. Ça veut dire ça, c'est un truc qui ne va pas finir. Donc comme le maître l'a dit, il faut pardonner. Quand vous voulez pardonner, pardonnez totalement une fois. Et là, l'impact que ça aura, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le domaine politique et ce sont les acteurs politiques qui animent la vie politique pour les élections à venir. Ce sont les mêmes acteurs qui, entre-temps, se sont chamaillés, qui iront encore aux élections. Mais si on ne fait pas cette loi, histoire d'effacer tout, il y aura des gens qui vont dire non, mais vous faites partie de ceux qui ont soulevé les gens ou ceux qui ont fait, ceux qui ont fait, ceux qui ont fait. Donc du coup, on parlera encore de l'exclusion, on parlera encore de chasse aux sorcières ou chasse à d'autres choses. Donc il faut faire table rase de tout et dire ok, un peu comme des bonnes again, on est né de nouveau, donc allons-y. Et puis c'est ça. L'impact, c'est de permettre à tout le monde désormais d'aller sans être poursuivi pour une raison ou une autre qui concerne les événements des élections législatives. Au-delà de cet aspect évoqué par Delphin, est-ce qu'il y a d'autres impacts qui pourraient quand même être observés? Pour moi, je pense que ça aura le mérite de délester ceux qui pourraient avoir à se reprocher quelque chose d'un poids. Je pense que, comme le maître l'a dit, il s'agit d'un contrat moral. Le chef de l'État a tenu parole. Le chef de l'État, je pense que même si ce n'était pas une conférence nationale souveraine, c'était une concertation, on va dire, entre différentes composantes de la vie politique nationale. Le chef de l'État, les dispositions qui sont sorties ont la portée. Le chef de l'État a donné une portée, je ne dirais pas solennelle, mais quand même quelque peu, pour le moins, engageant pour la suite. Donc je pense que cette disposition est faite déjà pour apaiser. Ça, c'est fait. Je pense que les uns et les autres peuvent être rassurés. Maintenant, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas, comment on appelle, prêter moult vertus ou conséquences que ça pourrait avoir. Ça vient résoudre un problème factuel. On a eu des élections qui ont, à tort, à raison, engendré, pour une raison ou une autre, je voudrais dire, engendré des troubles. Aujourd'hui, on décide on va dire, de passer l'éponge. On n'oublie pas, mais on passe l'éponge en mettant chacun devant ses responsabilités. Mais quand je me réfère à la clarification de maître, donnez pas maître, oui. Charles Badou, oui. Amnistier, oui. Ça veut dire oublier. Je veux dire que ce qui est important ici, et le chef de l'État l'a rappelé, il s'agit, je pense qu'il faut, aujourd'hui j'espère qu'on peut compter sur la responsabilité de chaque acteur politique. Je pense que le chef de l'État n'a pas manqué de relever la responsabilité de tout ce qu'il y a comme acteur politique, en tout cas tous ceux qui étaient présents au regard de ce qui s'est passé. Il n'a pas, et ça a été apprécié, il n'a pas oublié de se l'appliquer à lui-même et à la mouvance présidentielle. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun est clairement mis devant ses responsabilités. Ça ne veut pas dire que parce qu'on aura fait une loi d'amnistie, qu'on pourra recommencer demain. Maintenant aussi, attendons de voir aussi également la tendance des discussions à l'Assemblée nationale pour voir un peu, parce que encore une fois, loi d'amnistie, d'accord, apaisement, d'accord, mais n'oublions pas maintenant que c'est maintenant que le jeu politique commence. On verra comment se déroulera la session ordinaire et on pourra apprécier. Mais ce n'est pas la loi d'amnistie, maître l'a rappelé, c'est déjà arrivé. Ce n'était pas le même contexte. Aujourd'hui, c'est un contexte différent. Mais je pense qu'il faut prendre ça comme une disposition temporelle et factuelle qui vient régler un problème bien précis. Après, ça ne... Était-ce un préalable pour les prochaines joutes électorales? Vous savez bien que non. Mais... il faut quand même que je réactive. Peut-être je me suis mal exprimé. On ne peut pas demander à tout le monde d'oublier ce qui s'est passé. Même si le législateur le disait, il ne peut pas l'effacer de nos mémoires. Mais ce que le législateur dit, il décide d'un pardon légal. Il dit, moi, législateur, je décide de pardonner. Donc, ces événements-là seront toujours dans nos mémoires. Est-ce un préalable? Non, pas du tout. Au moins pas un préalable légal.
La loi n'a pas dit, avant d'aller aux élections locales et autres, qu'il faille passer par une loi d'amnistie. Non. Mais, tenant compte du contexte et de l'environnement, de l'apaisement, du dialogue et de tout ce qui nous venons de dire, je crois qu'il était opportun qu'il y ait cette loi-là. On aurait pu aller aux élections sans, mais ça ne gêne personne si on va aux élections avec. Bien au contraire. Comme ça a été dit, ça vient apaiser les tensions. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment plus chez eux depuis parce qu'ils sont dans la crainte d'être arrêtés, parce qu'ils sont dans la crainte d'être poursuivis. Avec cette loi-là, il y a la paix, il y a une certaine virginité sociale qui est accordée à certains et qui leur permet de reprendre leurs activités sans être inquiétés, de battre campagne au besoin, d'être candidat s'il le faut. Mais la question qui me taraude l'esprit, ne me traitez peut-être pas de... voilà. La question qui me taraude l'esprit, c'est... On ne vous traite pas de quoi? Voilà. Est-ce que opter pour la loi d'amnistie, par exemple, n'implique pas qu'on pourrait encore tomber dans ces déviances et la population espérer une fois un autre pardon légal? M. Chalbalou? Non, c'est pour ça que c'est important que le législateur définisse clairement le champ de l'amnistie. On prend une loi pour dire, en amnistie, on accorde un pardon pour tel fait, commis dans telle circonstance. Ça veut dire que si vous ne vous retrouvez pas dans des conditions édictées par le législateur, vous êtes frappé par la loi. Ça veut aussi dire que si vous commettez les mêmes faits aujourd'hui, qui ne rentrent pas dans le champ spatial ou temporel défini par le législateur, vous serez puni. Très bien. Puisqu'on parle d'avril, mai, juin, ce qui s'est passé en juillet n'est pas pris en compte? Le maître vient de le dire et c'est comme ça. C'est pour ça, tout à l'heure j'avais dit, on pouvait parler d'amnistie événementielle, c'est-à-dire on précise le temps, parce que si on n'encadre pas, c'est que finalement on n'a rien réglé. Et quand on se réfère tout de même avant même le discours aujourd'hui du président de l'Assemblée nationale, le discours d'investiture, je me rappelle encore, quand vous écoutez d'autres parlementaires, ça ne devrait pas être un problème lors de l'examen de cette proposition de loi à tout de suite aller très rapidement à cette adoption d'une loi d'amnistie. J'ai l'impression que vous faites une fixette sur cette loi d'amnistie. Je pense qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'extraordinaire autour de cela. Je pense que ça ne va pas, ça n'allait pas forcément de soi, mais c'est là, c'est sur la table, c'est une disposition comme une autre. Donc ils vont la discuter et on verra. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment chaque partie de chaque composante de la mouvance présidentielle appréhende le test et on discute. C'est ce qui serait intéressant pour voir le pool de chacun. Parce que souvent on dit à tort ou à raison, voilà, que l'Assemblée nationale serait une simple caisse d'enregistrement, alors que ce n'est pas, il n'y a pas, tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, que ce soit à l'UP ou au Bloc républicain. Donc je ne pense pas que ça passera l'examen de cette disposition bien précise comme les autres passeraient comme une lettre à la poste, mais je pense que ce dont on pourrait être sûr, c'est que ces partis, en tout cas, ce qu'on a pu entrevoir lors de la rencontre entre le président de la République et la conférence des présidents, c'est que, en tout cas, chaque acteur, ils sont pratiquement tous sur la même longueur d'onde, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais encore une fois, on est dans le champ politique et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas il y aura pas d'enchères mal placées, simplement parce que on est, encore une fois... Vous voulez dire qu'il n'y aura pas de surenchère? Il n'y aura pas de surenchère. Ça, on peut en être sûr. Simplement parce que on sort d'un dialogue national, encore une fois, c'est un contrat moral avec des recommandations qui engagent tout le monde. Donc, je pense que ce serait vraiment surprenant que quelque autre acteur se lance dans une surenchère qui serait très, très malvenue. Très bien. Ce n'est pas que cette proposition de loi. Il y a quand même des propositions... il y a tout de même des propositions de loi
loi modificative et complétive de la charte des partis politiques et du code électoral. Tout de même, tout cela accompagne cette proposition de loi d'amnistie. Je l'évoque encore. Le monde de la politique est le monde de surprise, donc il ne faut jamais dire jamais en politique. Parce que l'ambiance dans laquelle le dialogue a été mené, selon les dits des participants, parce que je n'en fais pas partie, mais on peut dire, ok, que ça augure quelque chose de bon. Mais n'oubliez pas, parce que nous sommes partis de quelque part, les lois qu'on est en train de récriminer, les lois qu'on appelle criminogènes, ou ça a été voté presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas ça. Par la 7e législature. La 7e législature qui est composée de près de 20 députés de l'opposition et 62 des fois de la mouvance. Ça a été voté par les députés de l'opposition aussi en son temps. Le seul député qui n'avait pas voté en ce temps, tout le monde le connaît. Mais c'est lui qui a même opté pour l'amendement, pour la modification de l'article 56 de la charte des partis politiques. Mais pourtant, nous en sommes là. Donc, les recommandations, les politiciens l'ont fait, l'ont fait maintenant. Mais si ça va changer 2 secondes après, n'oubliez pas que nous sommes arrivés à cette situation, que nous sommes dans cette situation grâce à une loi ou par le fait des lois votées par les députés que nous estimons légitimes en son temps, parce que la 7e législature, personne n'avait contesté la légalité ou la légitimité de la 7e législature. Mais c'est cette législature... On a évolué parce que maintenant, on a quitté la 7e législature. Je suis en train de parler parce que là, vous m'amenez en arrière. Non, la loi, les propositions de loi, parce qu'il n'y a pas que cette proposition de loi sur l'amnistie, il y a des propositions de loi, par exemple, modificatives et complétives de la charte des partis politiques et du code électoral. Tout de même, les 18 recommandations formulées en ces 5 propositions de loi témoignent de ce qu'on s'est entendu quand même sur l'essentiel. Oui, c'est justement cela. Les différents acteurs de la scène politique au convié au dialogue, il y a cette entente, ont convenu de ça. Et donc, par rapport à votre question de tout à l'heure, qu'il laissait entendre un certain nombre de choses. Je vais dire qu'à la limite, chacun doit respecter sa signature. Les 2 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale étaient au dialogue. Ils étaient d'accord. Ils n'ont pas. Donc, moi, je m'attends plutôt à ce que ça soit voté sans difficulté. Pas parce que il serait une boîte aux lettres. Non, parce qu'ils sont d'accord pour ce qui est là. Il ne doit pas y avoir de problème. Ensuite, nous parlons de pardon. Nous parlons de réconciliation. Bon, le mot n'a pas été employé, mais nous disons que tous les Béninois doivent se retrouver pour être ensemble. Pourquoi on va s'opposer à cela? Je ne trouve pas de raison que la loi ne soit pas votée, qu'elle ne soit pas votée à l'unanimité. Si ce n'est pas voté à l'unanimité, ça va être un fait révélateur de ce que les consignes de vote ou de ce que les partis politiques ne maîtrisent pas leurs représentants au Parlement. On verra bien. Donc, moi, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, ça va être un fait assez révélateur de ce qui se passerait. Très bien. J'espère qu'on y reviendra. Voilà, je voudrais qu'on finisse par cette proposition de loi sur le statut de l'opposition. C'est tout de même, ça fait partie de ces 5 propositions de loi également, François-Xavier Noumon. Oui, ça impliquera... Pardon? Oui, non, je vous écoute. Ça impliquera beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut s'affirmer maintenant opposant dès que on arrive à avoir un assemblage juridique parce qu'on s'est entendu. Oui, je pense que c'est vrai que j'ai une certaine inclination pour l'économie. Il faut déjà préciser que cette session ordinaire, principalement, se consacre à l'examen du budget 2020. Ça, c'est vrai, mais c'est important. C'est capital. Maintenant, heureusement, le statut de l'opposition, il était temps qu'on finisse avec on va dire, ce serpent de mer qui vient à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une nécessité.
c'est une nécessité, c'est même un impératif. Et donc, et là, je pense que par rapport à cette proposition de loi, l'autre proposition de loi, celle modificative et complétive du code électoral, je pense que ce sont les véritables... je ne dirais pas ce sont des lois casse-gueule, mais ce sont des lois qui font cristalliser vraiment, où il y aura vraiment une discussion politique et peut-être politicienne. Je pense que ce sera là vraiment où ce sera animé l'amnistie. Bon, mettre là, on en a assez parlé. Et je pense que ce sont la loi sur le complétif sur l'achat des partis politiques et celle sur le financement des partis politiques, le statut de l'opposition. Je pense que ce sera là, ces quelques lois, ces propositions de loi vont vraiment cristalliser les discussions et on devrait être intéressé de voir les positions des uns et des autres parce que ça, par contre, ça ne va pas de soi. Je pense que les discussions ne peuvent pas présager de ce qui pourrait sortir de cette discussion. Même si on s'est entendu. Non, on s'est entendu. On s'est entendu. On ne s'est pas entendu sur la finalité. On s'est entendu sur le principe de discuter de ces propositions-là parce que tout le monde, il y a un consensus autour du fait que ces lois indiquées posent problème ou ont posé problème à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la réalité. Il s'est avéré que ces lois ont posé problème. Donc tout le monde s'est entendu sur le principe de les retravailler ou bien de les retoucher. Mais personne n'est, il n'y a pas déjà de prévision. Chacun, et là on est encore dans le champ de la bataille politique. Chacun a son avis sur la question et il sera temps lors de cette discussion de voir comment chacun perçoit ces propositions de loi là. Donc je pense que c'est l'enjeu aussi c'est de prendre en compte les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qui ont participé au dialogue politique, qui ont exprimé leur vœu quant à cette modification de ces instruments juridiques-là. Je vous donne la parole avant de retrouver. Il faut prendre en compte leur avis aussi. Il faut prendre en compte leur avis, mais ceux qui légifèrent sont ceux qui sont au Parlement. C'est ce que je peux dire. Il faut prendre en compte leur avis dans la mesure du possible. Parce qu'en dernier lieu, ceux qui légifèrent, ceux qui décident de transformer recommandations en propositions en loi, ce sont ceux qui sont au Parlement. Très bien. Pour finir. Il faut qu'on ajoute qu'il y a aussi un impératif. Parce qu'on doit aller aux élections en 2020. C'est vrai que les élections communales et municipales ne sont pas constitutionnelles, mais la démocratie, c'est le respect des textes que nous sommes librement donnés. Et puis donc, on a l'obligation de vite aller pour ne pas commencer par pousser encore la date des élections. Donc, le Parlement a de toute façon, ils ont 3 mois, voilà, pour pouvoir se pencher. Donc, pas de révision 6 mois avant les élections. Donc, oui, bon, il n'y a plus 3 mois. Il ne faut pas oublier qu'au dialogue, c'est les grands traits qui ont été retenus. Exactement. Et comme on le dit, le diable est dans les détails. Et ils n'ont pas pu se pencher sur les détails. Ils n'ont pas pu discuter les détails. C'est ce que les députés vont faire. Aller dans les détails, légiférer avec précision pour qu'il n'y ait pas de difficultés d'interprétation. Vous vous souvenez des difficultés d'interprétation de l'article 242 10%, pas 10%. Polémique de cette il faut régler ces questions-là et ces questions méritent d'être réglées. Donc, ils se sont entendus sur le cas des doublons. Je pense que ça peut être réglé avec satisfaction, puisque ça au moins c'est précis. Oui. Et puis il y a déposé dans les clairs et précis ce débat-là, cette question-là qui a été réglée. Donc ces questions-là vont être vidées, je crois. Mais après, il va falloir rentrer dans les détails. Et là, c'est les députés qui ont la main pour rentrer dans les détails, affiner et préciser. Très bien. Oui, merci. Je voulais juste ajouter simplement que il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui sont au Parlement, qui ont la légitimité de débroussailler ces tests et de les compléter, si besoin en était, ne vont pas faire de cadeaux parce qu'on a dit qu'il faut se mettre ensemble et qu'il faut apaiser. Non, là on est encore dans le jeu politique et on a en ligne de mire les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Donc ils ne sont pas là pour faire des cadeaux. Donc évidemment, chacun va essayer d'influencer le test
dans la mesure du possible, en tenant compte de ses propres intérêts, parce que c'est la définition même de la politique. Le bien commun, évidemment, mais là, on est dans une bataille politique. Donc, il n'y a pas de cadeau forcément à espérer. Chacun a sa conception du bien commun. Exactement. Très bien, merci beaucoup, chers invités. Merci.